So first, we would like to thank the Huawei conference team for welcoming this joint and bilingual presentation. As well, according to the way we conceived the project, Elisabeth and I will present both in French and English. So I'll be speaking in French and Elisabeth will present her parts in English. Alors, dans cette brève présentation, nous aimerions d'abord exposer les résultats d'un projet de recherche que nous avons élaboré entre 2017 et 2019 à partir du volumineux corpus d'œuvres de l'artiste et pédagogue canadienne Anne Savage, qui se trouve dans la collection permanente de la galerie Leonard et Bina de l'Université Concordia, où j'occupais alors le poste de conservatrice de recherche externe. Intitulé Anne Savage, l'impensé d'une collection, Anne Savage, a Latent Collection. Ce projet à mi-chemin entre l'exposition virtuelle et la publication web visait à réexaminer d'un point de vue critique ce riche fonds d'œuvres constitué essentiellement d'esquisses, de dessins et de panneaux peints acquis par dons successifs entre 1963 et 2001. Notre constat de départ, donc le constat à partir duquel on a travaillé, était que ce riche fonds d'œuvres, ce riche corpus qui compte environ 800 œuvres en fait, et qui s'accompagne aussi à l'Université Concordia d'un important fonds d'archives, demeurait largement impensé sur le plan de la recherche savante. En effet, bien qu'elles aient été exposées à plusieurs reprises à l'Université Concordia depuis la fin des années 60, les œuvres de Savage n'avaient pas encore fait l'objet d'une étude approfondie permettant d'en saisir les implications complexes sur les plans socio-historiques, culturels et politiques notamment. Avec ce projet, il s'agissait donc de renouveler l'intérêt pour l'œuvre de Savage et la figure aussi de Savage en tant qu'artiste pédagogue, en problématisant donc cette œuvre et cette figure à la lumière des enjeux actuels de l'histoire de l'art et des nouvelles méthodologies employées dans la discipline. Going through the collection and archives, we quickly realized that Anne Savage's oeuvre could not be subsumed on the one topic. Neither did we want to present the collection in its entirety in a digital database kind of way. Instead, we created clusters within the collection in Anne Savage's personal archives and re-examined the material from several perspectives. Our goal was to better understand Savage's practice as a female artist and educator and how it interacted with the discursive, social and cultural and especially ideological structure of her time, such as colonialism, nationalism, and the professionalization of artists and especially women artists in Canada. By employing historiographical approaches and formal analysis together with feminist and decolonial methodologies, we could focus on those elements of her artistic and professional career that highlight her somewhat ambiguous position within a complex network of relationships, discourses, and institutions. With the intention of depicting Anne Savage as an active agent within this network, we developed 4 distinct modes of action, how we called it, that she had employed throughout her career, which would be depicting, traveling, imagining, and passing on. And each of these 4 sections received a brief essay and a collection of visual, textual, sometimes sound-based content. And I propose that we have a look, and Katrie has the website open that we invite you to visit. And we start with depicting. Alors oui, dans un premier temps, nous nous sommes attardés sur l'acte de dépeindre, depicting, par lequel Anne Savage et d'autres représentantes féminines du groupe du Beaver Hall ont été associées à une représentation intime, romantique et humanisée de la nature, conçue par opposition à l'héroïsme conquérant et viril de la peinture paysagiste du groupe des 7. Prenant appui sur les études récentes qui ont remis en question l'opposition idéologique et genrée entre les 2 groupes, donc entre le Beaver Hall et le groupe des 7, l'examen de ce premier mode d'action nous a d'abord permis de déconstruire l'image de l'artiste Anne Savage en communion parfaite avec la nature qui avait été forgée dans l'historiographie et de poser donc un regard plus nuancé, plus complexe également sur sa peinture. À cet égard, l'intérêt des nombreux carnets de dessins, esquisses et pochades qui se trouvent dans la collection de l'Université Concordia a d'abord été de révéler l'hétérogénéité de l'art d'Anne Savage qui se traduit par une diversité de thèmes et de motifs liés de près ou de loin au paysage rural. Si par leur statut d'œuvre préparatoire, ces travaux nous renseignent sur le processus de création de l'artiste et sur sa méthode de composition très étudiée,
Il nous incite en outre à porter une attention plus particulière aux conditions très spécifiques, tant personnelles que matérielles et sociales, dans lesquelles Savage pratiquait son activité artistique. En considérant le fait en particulier que Savage peignait surtout pendant les vacances d'été, dans différents lieux de villégiature familiaux, que ce soit au lac Wonish ou Métis-sur-Mer, par exemple. Alors qu'elle consacrait le reste de l'année à l'enseignement, nous avons pu souligner à la fois son professionnalisme et son privilège de classe. Savage appartenait à la bourgeoisie à la fin de l'époque victorienne, tout en expliquant sa prédilection pour certains sujets et la prédominance également d'œuvres de petit format dans son corpus. Donc, voilà, et l'étude attentive des œuvres et des archives de Savage également, donc on a fait de façon concurrente, nous ont par ailleurs permis de mettre en évidence une recherche esthétique assidue, mais aussi un engagement soutenu dans la vie artistique de son époque, deux aspects qui finalement nous permettaient de contredire l'image de la petite bourgeoise qui peignait par plaisir les beautés de la campagne québécoise. Donc, je termine ici avec les images. À l'activité donc de dépeindre, depicting dont je viens de parler, s'ajoute ensuite celle de voyager, traveling, qui a également ponctué la carrière artistique de Anne Savage. En plus de ses voyages de formation en Europe et aux États-Unis au début des années 20, Savage a effectué 3 séjours dans l'Ouest canadien en 1927, 1937 et 1949. Le premier en tant qu'artiste, les 2 suivants en tant qu'éducatrice. Il est utile de rappeler en ce sens qu'à l'époque des voyages de Savage, l'industrie ferroviaire s'était alliée aux institutions fédérales afin d'impliquer les artistes dans la construction d'une identité nationale moderne, la promotion de l'industrie touristique naissante et la construction d'une identité nationale, et le renforcement d'une vision colonialiste des peuples autochtones. Dans cette optique, nous nous sommes attardés en particulier sur le voyage que Savage a fait en 1927 à la rivière Skeena en Colombie-Britannique, donc auprès de la communauté de la Première Nation de Jitsan, avec son amie sculptrice Florence Weil, qui l'a accompagnée donc en 27. Voyage qui s'inscrivait dans un ambitieux projet ethno-artistique piloté par l'anthropologue québécois Marius Barbeau, et qui était soutenu par diverses instances gouvernementales, le Musée des Beaux-Arts du Canada, le ministère des Affaires indiennes et bien d'autres. Destiné à documenter la culture autochtone de l'Ouest en vue de sa préservation, mais aussi de sa promotion à des fins nationalistes et économiques, les images issues de ces voyages commandités auxquels ont participé de nombreux autres artistes dans les années 20 et 30 ont été présentées dans l'Exhibition of Canadian West Coast Art Native and Modern, une exposition que vous connaissez sans doute, qui a été organisée par Marius Barbeau en 1927 au Musée des Beaux-Arts du Canada. Et ces mêmes images ont été également, pour certaines d'entre elles, reproduites dans le livre que Barbeau a publié l'année suivante, donc en 1928, The Downfall of Timlaham. Ici, on voit donc l'œuvre de Savage qui faisait partie de l'exposition. Or, contrairement à la vision véhiculée par Barbeau, vision qui correspondait en fait à celle d'un ailleurs dépeuplé appartenant au passé, l'abondante production visuelle qu'a générée l'expédition d'Anne Savage à la rivière Skeena nous permet de constater qu'elle avait adopté une position en fait beaucoup plus ambiguë et assurément moins abstraite face aux Premières Nations de l'Ouest qu'elle avait côtoyées durant ce voyage. Donc, je vous montre ici un carnet de 1927 qui est conservé au Musée des Beaux-Arts du Canada. Oscillant entre un souci documentaire évident et la liberté créative propre à l'exploration artistique, ces scènes de village, ces portraits et ces représentations d'objets autochtones ne permettent pas, en effet, de déterminer clairement quelle était la posture ethnographique ou purement esthétique que Savage avait adoptée à l'égard de la culture Jitsan. Mais chose certaine, à la lumière de ces images, on ne peut pas en fait les contempler aujourd'hui sans prendre en compte les enjeux critiques que soulève l'implication des artistes dans l'économie du regard touristique développée au Canada au début du 20e siècle.
The last two sections follow Anne Savage in her role as an art teacher and educator, and show how her teaching was equally influenced by colonial and gender biases of the early 20th century. From 1922 to 1948, Anne Savage taught art at Barrenbing High School in Montreal, where she conceived a large mural project on Canadian history together with her students and fellow artists. The section called here Imagining focuses on three remaining panels. Two of them are painted on both sides that found their way into the Ellen Gallery in 2001. While past exhibitions of these panels focused on Savage's role as a teacher in this mural project, we wanted to understand the artist's conception of landscape representation within the historic context. Hereby, our reflections were led by two ideas, that of history as geography and that of painting as design. In contrast to contemporary mural projects like the one at the Chalet de la Montagne on Mount Royal, depicting Montreal's colonial history, Savage seems less interested in the weight of single historic events than in the artistic challenge of merging landscape and history painting in the picture frame. Her panels are inhabited by the colonial personnel of, as she entitles them, the fur trader, the settler, and the Indian. That can be found, as you can see here, in fictitious landscapes painted in an Art Nouveau design, a current that she had encountered during her trainings in illustrations at the Minneapolis School of Art in 1919. Imageries like the panel, for example, Indian Camp, that you're going to see in a minute, demonstrates almost literally what Marcia Crosby calls the imaginary Indian when, as you can see here, Savage is placing an indigenous family into a perfectly symmetrical autumn landscape surrounded by numerous indigenous indices like canoe, tipi, totem pole. Despite her trip, as you just heard, out west in 1927, Savage is depicting no specific First Nations people, but a stereotype. From sketchbooks that you just saw and that she kept from her trip to Skeena River, we know that she was well aware of the customs of West Coast First Nations as she documented them. Hence, the stereotype representation of the so-called Indian camp is neither the result of Savage's disinterest nor ignorance, as we argue, but lay bare a modernist outlook that integrated Indigenous art into narrative of Canadian modernism, rendering First Nations cultures as part of Canada's prehistory at a time when settler colonial Canadian efforts to erase these First Nations peoples and cultures were increasing. The last section of our project is entitled Passing On, and we wanted to shed a new light on Anne Savage as an art educator. Here, not only at the high school level, but we remembered that she also taught morning classes for children. She was supervisor of the Protestant School Board and a lecturer in McGill University's art education program. And parallel to her teaching in institutions of higher learning, Anne Savage was also educating the wider public with her famous radio talks on development of art in Canada, broadcasted in 1933, that you can see here in the original typescripts in two versions. The original version, and the typescripts that were annotated by A.Y. Jackson. And that is a very interesting found that you can see in the Anne Savage fonts at Concordia University, because they talk about the relationships between Anne Savage and A.Y. Jackson, who functioned for Savage as an advisor, sometimes with encouraging commentaries or patronizing ones. This brought us to ask further questions about Anne Savage's own understanding of her double career as a female Canadian modernist painter and educator. Becoming a modernist painter would mean, first of all, a great personal struggle for women, even for those who received public recognition like Prudence Heward or Emily Carr, and that already during her lifetime. And Anne Savage herself transgressed the boundaries between the art world and the world of education in favor of a shared learning experience with her student, as we know, drawing from her own artistic practice and her profound knowledge in child education and psychology, as well as art education and art history, as we know from the book titles that she had in her collections. And I think Anne Savage, to conclude, is a very interesting example to
theme of our conference, Modernisms Inside and Out, and also transgressing multiple art histories and multiple domains like the art world and the world of education. Thank you very much for your attention, and please have a look yourself at the website of the Ellen Gallery under the projects, the digital exhibition projects. You will find our exhibition on Anne Savage.